climat, une guerre américaine, un film signé Cédric Tourbe avec nous pour prolonger la réflexion sur ce paradoxe américain. Gérard Longuet, bienvenue. Vous êtes sénateur LR de la Meuse, premier vice-président de l'OPEX. L'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Damien Carême, bienvenue à vous également. Vous êtes député européen Les Verts et vous avez aussi été le maire de Grande-Synthe dans le Nord pendant 18 ans. Nicole Bacharan est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes historienne et politologue, spécialiste des États-Unis. Et Denis Oliven est avec nous. Bienvenue. Vous êtes directeur général de Libération, essayiste et vous êtes l'auteur d'un étrange renoncement chez Albin Michel. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Ce documentaire pointe un paradoxe américain qu'on n'avait pas forcément tous observé. En tout cas, moi, je ne l'avais pas observé. Les États-Unis, à la fois grand pollueur et grand investisseur dans la recherche sur le climat. Est-ce qu'il est réel, ce paradoxe, Nicole Bacharan? Est-ce qu'on est dans une forme de schizophrénie américaine? Je ne sais pas si c'est de la schizophrénie, mais oui, c'est tout à fait la situation telle qu'elle existe. Il y a une passion de la nature aux États-Unis depuis toujours, et c'est quelque chose d'ailleurs qui apparaît très clairement dans le documentaire. Il y a un prolongement scientifique à ça, qui sont toutes les recherches sur les énergies renouvelables, sur le climat, sur la manière de capturer les gaz à effet de serre, sur la protection de la nature. Si vous voyez la côte californienne, par exemple, il n'y a pas l'ombre d'un bloc de béton, donc ce ne sont pas des choses qui n'existent pas. Et par ailleurs, vous avez un mode de vie ultra consommateur en électricité. Moi, j'ai grandi dans des États-Unis où on mourait de froid dès qu'on rentrait en plein été dans un shopping mall ou autre. L'essence, évidemment, pas chère. Les distances très grandes avec les voitures très lourdes. Vous n'y voyez pas un paradoxe, vous disiez, je ne sais pas si c'est une schizophrénie. Il n'y a pas quelque chose dans les deux ne vont pas très bien, ne vont pas très bien ensemble. C'est ce qu'on se dit quand on regarde le documentaire. Mais les deux vivent ensemble. Et il y a aussi aux États-Unis cette mentalité de chercheur d'or qui n'a pas changé, de cette idée que la fortune est à portée de main. Quand je vivais au Texas, c'est vrai que les pétroliers, c'était d'anciens rangers où l'or noir avait surgi du sous-sol. Et quand a surgi toute l'affaire des gaz de schiste, moi j'ai ressenti que rien n'empêcherait un développement maximal parce qu'il y avait des Américains avec la fortune sous leurs pieds. Ils n'y renoncent pas. Mais les deux vivent en même temps, vivent plutôt mal. Il y a des choix à faire. Et j'en termine là-dessus, mais il y a énormément de régions des États-Unis très gravement victimes du dérèglement climatique. Et donc là, ça change le dialogue. Et c'est abordé d'ailleurs dans le documentaire. Oui. Gérard Longuet, ce paradoxe américain, vous l'aviez observé? Vous parlez des Américains. On l'observe en politique, mais on l'observe en politique internationale, en politique étrangère des États-Unis. Il y a au moins deux cultures très typées, très contrastées et assez conflictuelles, pour dire la vérité. Ce qui n'interdit pas les gens d'avoir des passions communes. Mais il y a une élite américaine qui est en porte-à-faux d'une base américaine. Alors, on passe d'Obama à Trump, dont on peut penser qu'ils sont vraiment aux antipodes. Or, la différence électorale n'est pas spectaculaire. Et dans cette affaire, le film que j'ai pas écouté, le crayon à la main, quand même remarquablement fait pour montrer justement les différences de comportement, les différences de culture. Je voudrais évoquer juste une idée, tester. Les États-Unis sont un pays très fédéral où les gens qui vivent sur un sol ont vraiment l'impression d'être propriétaires de ce sol. On le ressent dans ce documentaire. Et considèrent que ce qui vient de loin, et en particulier de Washington, est forcément une agression stupide, conduite par des irresponsables, incompétents et hostiles. Dans le meilleur des cas, c'est des Européens, en quelque sorte. Et j'irai plus loin, je parlerai de rapport mystique à la nature. Cette nature que finalement Dieu leur a donnée et dont ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, Denis Oliven. Oui, mais je voudrais revenir un instant sur votre idée du paradoxe, que ce paradoxe n'est qu'apparent. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à l'urgence climatique, si on exclut les climato-sceptiques, je les laisse de côté. Il y a deux façons de réagir à l'urgence climatique, en les schématisant à l'extrême. Il y a ceux qui considèrent, et c'est une vieille tradition intellectuelle, Malthus au 19e, le Club de Rome dans les années 70, que puisque la croissance démographique, la croissance du PIB sont des facteurs d'émissions de CO2, la seule réponse efficace et urgente, c'est de stopper cette croissance. C'est la croissance zéro, c'est la décroissance. Et il y a ceux qui considèrent, ils sont plutôt, disons, de l'école schumpeterienne, enfin des économistes de marché,
qui considère que jusqu'à présent, l'humanité a toujours fait face à ces défis par l'innovation et la technologie. Et l'intelligence humaine. Voilà, l'exceptionnalisme américain. La fameuse formule des écologistes, il ne peut pas y avoir de croissance infinie avec des ressources finies, est contournée parce qu'ils disent il y a une ressource infinie, c'est le cerveau humain et sa capacité d'innovation. Et donc, pour éviter la catastrophe, il ne faut pas arrêter la croissance, il faut en changer le régime, et il faut en gros que cette croissance consomme moins d'énergie et que cette énergie soit moins carbonée. Et pour ça, il faut investir massivement dans l'innovation, dans les technologies. Donc voilà, ça explique pourquoi on a à la fois un pays qui continue d'émettre du CO2 et de l'autre qui cherche une voie qui ne serait pas celle de la croissance zéro. Damien Carême. D'abord sur le documentaire, que j'ai trouvé très bien, le documentaire, parce qu'effectivement, ça apprend des choses sur ce parallèle entre l'histoire des États-Unis, la préservation de l'environnement tel que l'équivalent de la France en parcs nationaux protégés aux États-Unis, ce qui est immense. Et puis à côté de ça, ce poids on s'accroche aux libertés individuelles. Et donc, je préserve l'environnement si ça ne vient pas empiéter sur mes libertés individuelles. Et avec, à l'arrivée, ce qu'on voit, que ce soit les républicains ou les démocrates qui arrivent au pouvoir, ils sont pro-climat, ils sont contre le climat. On a vu cette alternance, sur les derniers présidents aux États-Unis, mais aussi tout au début des premiers présidents aux États-Unis. Et on voit aussi le poids des lobbies. George W. Bush vient de l'industrie, et son vice-président de l'époque, on le voit, c'est dit dans le documentaire, vient de l'industrie pétrolière, et il y a donc ce poids extrêmement important dans une société très libérale aux États-Unis, et donc ça joue, et c'est ce qui fait ce paradoxe pour moi entre les libertés individuelles et la préservation de l'environnement. Et on a au-dessus de la nature, on a l'impression de ce rapport un peu orgueilleux à la nature. Oui, mais c'est facile de dire ça vient de Dieu, comme on l'a entendu dans le documentaire, mais on a le droit d'avoir une arme pour tirer sur n'importe qui, et qu'est-ce que dit Dieu dans ce problème-là derrière? Encore un paradoxe américain. C'est un autre paradoxe américain. Peut-être vous, Nicole Bachar. Je voudrais juste ajouter que dans ce paradoxe américain, dans cette schizophrénie américaine que vous citez, il y en a une autre qui fait partie de toute la configuration que vous avez décrite, c'est que dans les États les plus conservateurs qui votent Donald Trump dès qu'ils en ont l'occasion, je pense au Montana, à l'Alaska, etc., leur rapport à la nature est certes très fort, mais il relève du mythe, du fantasme. Ce sont effectivement des États où ils mettent en avant la liberté individuelle. Je suis chez moi, on ne va pas m'apprendre comment je fais face aux grizzlies, et les élites de Washington n'y comprennent rien, etc. Sauf que ce sont des États extrêmement subventionnés et dont le mode de vie rural, le mode de vie de la chasse dépend sans arrêt de l'argent. C'est plus du tout un mode de vie naturel. Il n'en a plus que donc il y a l'hypocrisie, il y a une forme d'hypocrisie. Et je pense qu'il y a une forme de déni, d'ignorance volontaire. Si on va dire à ces valeureux trappeurs ou descendants des trappeurs aujourd'hui qu'ils dépendent en grande partie de Washington et que ça coûte beaucoup d'argent à la collectivité, je pense qu'ils ne le croiraient pas. Mais cette indépendance-là, elle est quand même illusoire. Denis Oliven. Je pense qu'il y a un autre débat que vous avez touché du doigt. Je disais tout à l'heure, décroissance ou technologie. Il y a un autre débat, c'est que chez nous, peut-être moins aux États-Unis, en tout cas de manière beaucoup plus minoritaire, il y a une écologie qui veut changer la société. Et donc elle a deux projets. Elle a un projet de lutte contre le climat, mais aussi elle a un projet politique, idéologique, appelons-le comme on veut, de sortir de la société de marché, de sortir de la société de consommation, d'un monde plus frugal. Enfin, plus radical en tout cas. Oui, il y a une utopie, comme il y a eu au nom de la lutte contre les inégalités sociales à partir du 19e siècle, l'utopie du monde communiste. Il y a l'utopie d'une autre société pour lutter contre le climat. Et puis, le changement de climat. Le changement pour le climat. Contre le réchauffement climatique. Il est le malheureux. Et aux États-Unis, c'est presque là. Aux États-Unis, il y a un peu ça, mais il y a beaucoup une grosse partie du mouvement en faveur de l'écologie, on vient de le citer, c'est comment changer le climat sans changer de société. Oui. Donc comment produire plus avec moins. Et il y a même, on les appelle les éco-modernistes, il y a même des gens qui sont très militants sur ce thème-là.
Chez nous, en Europe, c'est plutôt l'inverse. On va y venir. On va y venir. J'espère qu'on y viendra parce que ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir cette comparaison entre l'écologie française et l'écologie allemande. Je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît important, que j'ai appris ce matin d'ailleurs, de madame, une femme formidable, universitaire, madame Masson-Delmotte, qui est connue puisqu'elle anime le premier groupe du GIEC. Elle est vice-présidente. C'est une Française qui a une notoriété internationale. Je ne suis pas sûr d'être son meilleur porte-parole, mais j'ai retenu quelque chose de très important. Il n'y a pas d'inertie du climat. C'est ça qui est important. Ça veut dire que le jour où on arrête de produire 40 gigatonnes de CO2 anthropique par an, la situation redevient assez normal. Il y a une inertie dans certains domaines, mais qui sont minoritaires. Ça donne raison à ceux qui se disent qu'il faut investir maintenant, parce qu'on peut s'en sortir. Le seul problème, après je me tais, c'est que la France, c'est 1% de la population mondiale, c'est d'ailleurs 1% des émissions mondiales. On se sent un petit peu petit quand on sait que la Chine, l'Inde et les États-Unis, tous les trois, c'est la moitié. On va y venir. Ce qu'on comprend bien dans le film, en tout cas, c'est que la protection de la nature a d'abord fait consensus au sein des camps républicains et démocrates. Puis, la crise pétrolière a frappé et les camps ont commencé à diverger. Les premiers poussant à l'exploitation du pétrole, les seconds appelant à la sobriété énergétique et même à des taxes sur l'énergie. Regardez. Sous l'impulsion du vice-président Al Gore, les démocrates proposent de faire sauter un tabou. Taxer enfin l'énergie consommée par les Américains afin de les inciter à plus de sobriété. Bill Clinton dévoile le projet de taxe énergie en février 1993. Mais cette proposition va rendre les Américains fous de rage jusque dans les rangs démocrates. Et le président Clinton doit finir par l'abandonner. Trop tard, toutefois, pour éviter de subir une raclée mémorable aux élections de mi-mandat. Damien Carême, c'est fou d'entendre ça alors que nous venons de vivre une crise des Gilets jaunes qui est partie à partir d'une taxe sur l'énergie. Ça veut dire qu'en fait, ce paradoxe, cette ambiguïté par rapport à la nature, on veut tous la protéger, mais dès qu'il s'agit de payer, de mettre la main au portefeuille, il n'y a plus personne. C'est pas complètement ça. En fait, quelle était la situation des Gilets jaunes? Je suis allé en voir sur les ronds-points, à côté de chez moi, et donc j'ai discuté avec eux. En fait, ce sont des gens qui ne pouvaient plus vivre dans les villes où les loyers devenaient exorbitants, donc qui ont été poussés dans les banlieues. Donc, ils ont dû prendre une voiture parce qu'on a aussi abandonné les transports. La puissance publique a fait moins de transports publics. On a fermé des gares dans les petites villes. Il y a moins de transports en commun. Et du coup, ils prennent leur voiture. Donc, ils ont déjà une première peine où ils sont à l'extérieur des villes et une deuxième peine parce qu'on augmente le coût de l'essence. Donc, c'était une mauvaise mesure et sans compensation pour ces personnes. Oui, mais vous entendez dans le documentaire qu'à chaque fois qu'il y a une taxe, c'est une mauvaise mesure du point de vue du peuple. En France, c'est encore c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi chez nous. Hein, cette trouille des impôts. Moi, j'aime bien les impôts. Je trouve que c'est bien les impôts. Il faut payer des impôts parce que si on veut des infirmières, si on veut des policiers, si on veut des routes en bon état, si on veut un certain nombre de choses, il faut payer des impôts. Comment? On les a même pas en niveau de qualité. C'est un autre débat, Gérard Longuet. Oui, c'est ça. D'autres choix derrière. Donc voilà, moi, il faut l'augmentation de l'énergie va se faire par deux biais. Celle de l'énergie qu'on extrait qui va devenir de plus en plus chère parce qu'elle est de plus en plus difficile à trouver, quoi qu'on en dise. Et puis les taxes qu'on va mettre dessus qui vont. Donc comment on accompagne ces mouvements-là? Comment on ne pénalise pas les populations qui sont les plus en difficulté et qui souffrent le plus de ça? C'est comme augmenter l'énergie, et c'est un projet en Europe, on est en train de discuter sur un projet qui arrive au niveau européen, de taxer effectivement le chauffage et d'augmenter donc sur la taxation sur le chauffage et sur les carburants. C'est une très mauvaise idée. Qui sont ceux qui vont payer plus? Ceux qui vivent dans des passoires thermiques, dans des HLM, qui ne sont pas isolés, et c'est eux qui vont voir leur augmentation de facture de chauffage. Donc il faut des politiques publiques derrière qui accompagnent de manière gigantesque et qui relance l'économie, du bâtiment local, productif derrière, qui crée des emplois pour isoler ces bâtiments. Et c'est comme ça qu'on arrivera à éviter ce qu'on a vu aux Gilets jaunes et ces mesures d'accompagnement qu'il n'y avait pas non plus aux États-Unis. Avec tous ces représentants qui perdent leur siège parce qu'ils ont défendu l'idée d'une taxe énergie. Et parce qu'ils ont perdu leur siège sur les taxes sur l'énergie, au moins au Parti républicain, ils ne sont pas allés vers on va organiser ça d'une manière plus harmonieuse, c'est on va dire le réchauffement climatique n'existe pas. Et il y a des tas de gens qui ont envie d'entendre ça parce que c'est tellement plus simple. Al Gore le dit d'ailleurs très bien, c'est tellement énorme.
on va dire qu'on peut rien y faire, ou même que ça n'existe pas. Le retour du déni américain. Voilà, et ça a quand même beaucoup nourri la campagne de Donald Trump en 2016 et en 2020, et il a fait un score absolument éblouissant. Mais je pense que dans tout le débat que l'on a, il y a une dimension qui est essentielle aux États-Unis, importante en France, peut-être un peu moins, c'est que on a besoin de proposer des projets qui font rêver. Et pas des contraintes. Voilà, et consommer moins. Pas de punition. Et être plus petit. Et renoncer à ceci et à cela. Ça ne porte pas une société. Et c'est vrai que ce que Denis mais comment le dire autrement disait à l'instant, il faut reporter l'énergie vers, l'énergie humaine, veux-je dire, la capacité d'invention, l'enthousiasme, vers l'enthousiasme, du positif, vers des projets, alors technologiques ou autres, même des grands projets de protection de la nature, mais qui fassent un peu rêver. C'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques sur le vol de SpaceX d'Elon Musk parce que ça coûte extrêmement cher et qu'il n'y a que des milliardaires qui peuvent y aller. Déjà, il y avait une jeune femme qui n'était pas milliardaire. Mais ça fait rêver. C'est comme la Station spatiale internationale. On ne peut pas porter une jeunesse en leur disant il faut laisser tomber, vous n'allez plus prendre l'avion, vous n'allez plus explorer. Mais la protection de l'environnement, est-ce qu'on petit. pouvait éviter le discours un peu négatif qui ne faisait pas rêver, Denis Oliven? Je crois qu'en tous les cas, on va au-devant de grosses difficultés, parce qu'il ne faut pas se cacher la vérité. On n'a pas osé le dire jusqu'à présent, mais maintenant, les analyses économiques le montrent. Il y a eu encore un rapport de Jean Pisani-Ferry. La transition écologique telle qu'elle est prévue là va être brutale. Aujourd'hui, on a déjà en Europe un prix de l'électricité qui doit être 4 à 5 fois supérieur à celui des États-Unis. Et il va encore augmenter sous l'effet de l'augmentation du prix du carbone, enfin des taxes CO2. Il va encore augmenter. Donc, il va augmenter pour les ménages, et on ne sait pas d'ailleurs très bien les effets redistributifs. Il va augmenter pour les industries, donc il va broyer la compétitivité des industries. On parle de désindustrialisation, on va accélérer la désindustrialisation. Et le seul effet que ça va produire, à mon sens, c'est de jeter les populations européennes dans les bras des forces les plus extrêmes et tout à fait climato-sceptiques. Donc, moi, je suis plutôt partisan de tout à l'heure dans l'option que je donnais entre arrêter tout ou essayer de mener des actions qui sont compatibles avec la croissance. Je suis plutôt partisan des actions qui sont compatibles avec la croissance. Elles supposent de faire des choses inattendues. On les a faites, par exemple, quand on a regardé ce qu'on a fait. Et des sacrifices ou pas? Parce que dès que vous parlez de taxes, de contraintes, de sacrifices au peuple, aux populations... Non, pas des sacrifices, des changements de comportement qui ne sont pas nécessairement des sacrifices. Je ne pense pas qu'il faille crois pas qu'il faille qu'on ait une stratégie du type Ordre du Temple solaire. Mais quand je vois comment on a été capable de mobiliser des milliards pour accélérer la sortie des vaccins en quelques mois pour une urgence épidémique, je me dis que ne sommes-nous capables de faire ça pour planter 1 milliard d'arbres pour la reforestation, pour augmenter la puissance des puits de carbone, l'océan, les sols, la forêt, pour accélérer l'innovation. Là, on pourra organiser la transition et les changements nécessaires de comportement des industriels, du transport et des consommateurs d'une manière qui ne soit pas brutale et qui ne conduise pas aux effets inverses que ceux que nous recherchons. Là, c'est un discours positif, effectivement, Gérard Longuet. Oui, il y a un problème européen. Moi, je suis très européen de conviction et j'aimerais profondément qu'il y ait une action, une présence de l'Europe au plan mondial, puisque j'évoquais tout à l'heure le fait que l'Inde, la Chine, les États-Unis font la moitié des émissions de CO2. Le jour où l'Europe a une position très solidaire et très stricte, ça fait bouger les partenaires. Les Chinois bougeront d'ailleurs parce que c'est leur intérêt de survie, je dirais presque de santé. Mais ils ne bougeront pas très vite. Or, actuellement, et Karem pourra le confirmer, nous sommes en France à la fois peu émetteurs de CO2, je crois que c'est 7 tonnes par habitant, mais gros consommateurs de CO2 parce que nous importons des produits, l'acier chinois par exemple, des véhicules d'Asie, du Sud-Est, qui sont lourdement chargés en CO2. Et donc, l'hypothèse de faire un rappel à l'ordre aux frontières pour les produits qui reposent sur le CO2, que ce soit du ciment ou de l'acier, ça me paraît assez bien vu. Impérieux. C'est bien vu. Sauf que l'Allemagne n'est pas vraiment convaincue, parce que l'Allemagne a un excédent sur la Chine et ne veut pas compromettre ses relations commerciales avec la Chine. Comme en plus, pour des raisons que je comprends, philosophiquement, elle est très anti-nucléaire.
c'est lié à l'histoire et à sa densité de population. Elle nous importe du gaz russe. Bon, tant mieux pour les Russes, ils le vendent. Mais le gaz russe, c'est quand même une machine à faire du CO2 par kilowattheure. Et ils veulent, en plus, que nous ne fassions plus de nucléaire, où là, on est 40 fois moins émetteur que le gaz et 100 fois moins que le charbon. Donc l'Europe devrait balayer devant sa porte avant de donner des leçons au monde entier. Damien Carré. On arrive à cette taxe carbone européenne. Elle a été présentée par la Commission européenne cet été dans le plan Fit for 55. Taxe européenne carbone aux frontières. Nous, on l'a défendu. C'est vrai que vous êtes député européen. Oui, mais puis on l'a défendu, notre groupe politique l'a défendu. On a déjà, nous, fait un rapport d'initiative, ce qu'on appelle un rapport d'initiative, les parlementaires, pour s'adresser à la Commission, pour donner les orientations dans ce qu'on voudrait de ce texte. Et on n'a pas voté les écologistes parce qu'il y avait l'histoire des puits de carbone et on n'est pas d'accord avec les puits de carbone Pourquoi dedans. vous n'êtes pas d'accord? Parce que c'est une technologie qui ne marche pas et c'est une fuite en avant. Enfin, nous, on dit il faut résoudre... Pas dans des choses trop techniques. Pardon, un puits de carbone, c'est-à-dire qu'on continue à émettre du carbone, on capte ce carbone qu'on émet et on l'enfouit quelque part. Et c'est des techniques qui ne sont pas au point aujourd'hui. C'est ça ce qu'on appelle le puits de carbone. Non, pas les forêts, les océans. Donc taxe carbone, vous disiez? Oui, une taxe carbone aux frontières pour protéger notre industrie. Parce que je voudrais réagir à la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'on va nous punir? Est-ce que ça va être punitif? Le mot est associé. Attendez, la France, c'est le pays qui consomme le plus de psychotropes. Dans l'industrie, on a perdu 2 200 000 emplois depuis les années 80. C'est quand même un pays... Les jeunes, ils sont dans un état psychologique. Il y a une étude qui est sortie. Et donc on va pas bien. On va pas bien, alors que pour l'instant, on a fait business as usual. Donc, l'écologie, c'est aussi refaire projet de société. On ne propose pas une capacité de rêver, on propose pas un enthousiasme. Mais est-ce que rêver, c'est de prendre l'avion? Oui, bien sûr que c'est non, pas forcément. Mais non, mais pas forcément. Il y a des rêves plus simples. Il y a des rêves plus faire du vélo, mais on aime bien. Tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Si vous lisez l'excellent ouvrage qui s'appelle Un étrange renoncement que je viens de publier. On va mal parce qu'on a renoncé à la croissance depuis 40 ans. On était le 5e pays du monde par sa richesse par habitant il y a 40 ans. On est le 25e et ça continue. Donc c'est un sujet. Et si on accroît encore cette décélération, on ne va pas améliorer ni la situation des banlieues, c'est la question du chômage, ni celle des classes moyennes, celle du pouvoir d'achat, ni celle des fonctionnaires, les ressources du service public, ni le ras-le-bol fiscal parce qu'on fera obligé d'augmenter les impôts. Et on va même accélérer la crispation identitaire parce qu'on n'est pas capable d'intégrer des populations quand on est à 0,1%. Donc ça veut dire que l'écologie ne fait pas rêver, c'est ce que vous êtes tous en train de dire à Damien Carré? Elle devrait faire rêver. Elle devrait, mais elle n'y arrive pas. D'ailleurs, moi je l'ai mise en application pendant 20 ans dans une ville pauvre. 28% de chômage, 33% de gens sous le seuil de pauvreté. Et ça marche, et les gens étaient heureux. On a recréé société. Et j'ai créé un camp de migrants. Je suis le seul maire européen à avoir ouvert un camp pour accueillir les Syriens en 2015 qui arrivaient sur ma commune. Ils étaient 2500 pour une ville de 23 000 habitants. On a radié le Front National. Ils étaient même pas aux élections municipales en 2020. Ils n'ont pas été capables de faire une liste. Et j'ai pas eu de mouvement dans la population. Et on a rendu du pouvoir de vivre aux gens. On a recréé société parce que les gens font leurs produits ménagers eux-mêmes, parce que les gens cultivent leur jardin, parce qu'on leur a donné de l'alimentation bio. Serait possible à l'échelle nationale, ce qui a été possible à l'échelle locale, ça vous quelque chose de duplicable. Ici, autour de la table, on est tous en faveur. On a tous une passion pour les territoires. On n'est pas d'accord sur la méthode. Mais c'est possible à l'échelle nationale. Pourquoi ne pas penser aux avions moins polluants, à toutes sortes de rêves plus grands que être plus petit et consommer moins. Vous dites accueillir des Syriens, c'est pas forcément un rapport direct avec l'environnement, mais c'est une ouverture sur le monde. C'est un projet qui va au-delà de soi-même. Je crois que c'est une des choses qui manque en France, c'est des projets qui soient pas juste soi-même et son tout petit monde. Et donc effectivement, les réfugiés, c'est un accès à ce monde-là. Et avoir envie d'explorer la planète et même d'aller plus loin, ça fait partie des rêves qui vous... Et je l'interdis pas. Mais non, j'ai pas dit des mesures vélo. Non, mais il y a des. Mais non, c'est pas vrai. Mais en France, pourquoi on garde les lignes intérieures alors qu'on a un TGV qui nous met de centre-ville à centre-ville beaucoup plus vite que l'avion à la. Mais oui, mais commençons par là. Ce que je veux dire, c'est que l'avion pollue, c'est vrai. Alors pourquoi on ne réfléchit pas des avions qui polluent? Ils réfléchissent. Un avion hydrogène, par exemple. C'est intéressant parce que le documentaire nous emmène loin. En fait, il a posé tellement de questions fortes qui nous ont emmenés très très loin. Vous vous en éloignez, mais je vais vous y ramener. Parce que alors que Joe Biden vient d'annoncer, vous le savez peut-être, un renforcement des aides aux pays les moins avancés pour faire face au dérèglement climatique, le film, lui, se termine justement sur un doute autour des intentions écolo du nouveau président américain. Même lui, le démocrate, n'irait peut-être pas aussi loin qu'il le faudrait. Regardez. Joe Biden a promis de faire revenir les États-Unis dans les accords de Paris sur le climat.
Mais il a également fait la promesse qu'il n'interdirait pas l'exploitation des énergies fossiles par fracturation des sols. Il sait que l'Amérique ne peut pas s'en passer. Nicole Bacharon, c'est intéressant. Il n'est pas si écolo que ça, où il est pragmatique, il est réaliste, il ne veut pas perdre Il est président des États-Unis et il a 300 millions d'Américains derrière lui et des intérêts contradictoires. Ça nous ramène au début à la taxe carbone. Il y a un moment, vous avez toute une partie du pays qui vit des énergies fossiles et c'est extrêmement difficile de trouver le moyen de changer l'industrie, le mode de vie, les revenus, c'est des salaires, c'est des familles qui en vivent. Il doit presque être moins écolo pour pouvoir plaire à sa population et convaincre Il est revenu dans l'accord de Paris, il l'avait promis et ça, il l'a fait. Je crois que ses intentions ne sont pas suspectes, mais c'est juste extrêmement difficile à organiser. Et ce qui pousse aux États-Unis, ce sont les catastrophes annuelles. Enfin, la Californie qui brûle, les glissements de terrain, les ouragans qui se multiplient. La Floride, État super conservateur, en souffre tellement qu'il y a un mouvement quand même dans la population. Vous avez même dans la frange, disons, des chrétiens très très conservateurs, un mouvement pour dire Dieu nous a légué la planète, il faut qu'on la transmette en bon état à nos enfants. Donc les choses peuvent bouger. Mais c'est entre ça et changer un mode de vie qui a été fondé, toute l'expansion est fondée sur l'énergie peu chère, c'est très difficile parce que quand même ceux qui payent le plus, enfin pour qui c'est le plus douloureux, ce sont les populations les plus modestes. Les populations plus fortunées, elles peuvent se débrouiller même si le prix de l'énergie change. Denis Oliven, tout cela donne l'impression que tout est entre les mains du politique et seulement du politique, alors que le citoyen peut faire bouger les choses, la justice peut faire bouger les choses. Les citoyens ont joué. C'est venu à la conscience des politiques parce qu'il y a eu un mouvement des citoyens. Moi, j'ai plein de désaccords avec les Verts. Je pense qu'ils se gourdent dans leur scénario parce qu'ils sont trop obsédés par le changement de société. Mais en revanche, on doit leur reconnaître que c'est leur prescience, leur combat, avant que quiconque s'en occupe, qui a poussé la planète à bouger, en tout cas le monde riche. Donc, alors aujourd'hui, les écologistes sont au nord et les gains les plus forts qu'on puisse faire sont au sud, donc ça pose un problème, mais je ferme cette parenthèse. Mais donc non, c'est les citoyens qui poussent. Alors, ensuite, il faut... Greta Thunberg, par exemple, a joué un rôle décisif dans l'urgence, dans la prise de conscience de l'urgence climatique. Mais je trouve qu'elle pose des bonnes questions, mais qu'elle apporte de mauvaises réponses. Donc après, il faut que les pouvoirs publics essaient d'élaborer des réponses qui rendent compatibles l'exigence de faire face aux risques climatiques et l'autre exigence qui est de continuer de développer une activité qui permet de générer du pouvoir d'achat, de l'emploi, etc., etc. C'est-à-dire continuer à faire plus, mais avec moins d'énergie et moins de carbone. Beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de carbone. Et c'est cette voie, ça c'est le rôle des politiques et des experts. Mais en revanche, la société civile, elle doit continuer à pousser pour que les solutions soient prises. Sinon, c'est l'inactivité ou l'inaction qui sera la règle. Gérard Longuet, vous avez le sentiment, vous, qu'il y a ce décalage entre un mouvement citoyen, une envie citoyenne, une évolution des mentalités au niveau des citoyens, plus qu'au niveau des responsables politiques ? Moi, je peux parler que de ma famille politique. Et je reconnais qu'elle n'a pas investi intellectuellement suffisamment dans la réponse, dans la solution à l'inquiétude climatique. Elle n'a pas pris position dans le scepticisme. Elle a épousé les idées convenues. Et Jacques Chirac a été parfait sur ce terrain. La maison brûle et on détourne son regard. Mais elle n'a pas apporté, comme les investisseurs américains privés le montrent aujourd'hui, la démonstration qu'on pouvait faire quelque chose. Parce que, d'abord, on avait une assez bonne conscience, à juste titre, parce que notre énergie électrique était décarbonée. Et puis, la désindustrialisation a fait qu'on a repoussé ailleurs des difficultés qu'on aurait dû gérer chez nous. Aujourd'hui, moi, j'attends vraiment de ma famille politique, avec ses a priori, avec ses préférences, avec son choix pour la libre entreprise, pour l'investissement privé, une certaine méfiance sur les dispositions trop générales. De rendre tout cela compatible. D'apporter, d'avoir cette attitude d'écologie, de développement, d'écologie, de solution, écologie de solution. Bon. Il faut être lucide, la transition coûtera de l'argent et ce que l'on investira à gauche, on ne pourra pas le dépenser à droite, c'est une certitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un combat, c'est pas la guerre de 100 ans que nous ouvrons,
s'il y a un effort massif, c'est un effort d'une génération. Ça sera beaucoup moins long que le mur de Berlin et le rideau de fer. On s'est tapé de 45 à 90, c'est-à-dire pendant 45 ans. Si je sais il vaudrait mieux que ce soit moins long, je crois que le temps presse. On s'est tapé une division bipolaire du monde avec l'angoisse permanente d'une guerre nucléaire. Là, on se fait 40 ans d'efforts, on diminue, et surtout, à partir du moment où la tendance est bonne, on diminue l'inquiétude et on recrée de l'espérance. Damien Carême, ça vous fait presque plaisir d'entendre qu'un homme de droite dise effectivement, à droite, on a peut-être été un petit peu lent. Alors, on a créé... Non, mais on avait un argument formidable. C'est ce que vous disiez. Premier ministre de l'Environnement, c'est Pompidou qui l'a mis en place. C'était l'excellent monsieur Jarreau, maire du Creusot, je crois, et qui était, comme le maire de Grand-Sainte, un très bon maire local. Il est peut-être passé à côté de la dimension des enjeux. Damien Carême. Non, mais c'est mieux que ce soit quelqu'un de la famille politique qui l'avoue que moi qui le dise. Mais voilà, je pense on est en retard. Et moi, je pense que les citoyens sont plus en avance que les décideurs politiques sur les décisions à prendre. On l'a vu avec la Convention citoyenne. Attendez, la Convention citoyenne, c'est une aimable plaisanterie. Faites-moi plaisir. Respectez le Parlement dont vous faites partie. Ah ben oui, non, mais c'est pas moi qui ai créé l'exercice. Moi non plus. Suite au conflit des Gilets jaunes, il a été décidé de faire cette expérience, entre guillemets, enfin, de cette mise en place. On prend 150 citoyens qui ne sont pas tirés au sort. Tirés au sort parmi les volontaires. Non, tirés au sort. Moi, je connais des gens qui ont... je connais des gens qui ont été tirés au sort, qui ne savaient pas qu'ils allaient être tirés au sort. Et on en a reçu sur ce plateau. Et encadrés par des gens qui avaient des convictions très arrêtées. Certains et beaucoup n'étaient pas concernés par l'écologie. Voilà, ils n'étaient pas concernés par l'écologie. Et quand ils sortent à la fin, voilà ce qui... Donc moi, je me dis que quand on fait cette approche-là, comme j'ai pu le faire moi, comme je le fais à travers la France, quand je vais intervenir un peu partout pour parler de ça, les citoyens demandent des choses. Même sur les questions des migrations, quand je vais partager l'expérience que j'ai vécue localement, moi je suis pas sur des Français qui sont hostiles. Même quand il y a des gens de l'extrême droite dans la salle, ils ne m'agressent pas parce qu'ils n'ont pas de prise sur ce qu'on dit, parce qu'on l'a vécu, on l'a fait. Et je pense qu'on peut, les citoyens français sont beaucoup plus en attente de solutions qui vont entraîner pas des sacrifices. Moi, je vois pas ça comme des sacrifices. Un autre mode de vie, mais un autre mode de vie qui soit joyeux. Pour moi, l'écologie, elle est joyeuse. Comment ? Vous, les citoyens, sont prêts à cet autre à partir du moment où les politiques prennent les bonnes décisions, c'est-à-dire qu'elles laissent personne de côté, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres. Pour moi, excusez-moi, mais et j'ai été président de l'association des maires des villes et banlieues de France. Donc partout en France où ça va mal, on était les maires et on réfléchissait à comment on s'en sort de ça. Quelles sont ces villes-là ? C'est des villes de relégation où les gens ils souffrent de la malbouffe, du mal logement, des mauvais transports publics, etc. Eh ben, il y a un effort à faire considérable dans ce secteur-là pour rendre à ces personnes-là de la dignité, rendre du pouvoir, ce que j'appelle pas du pouvoir d'achat, mais du pouvoir de vivre. C'est-à-dire que oui, ça rend, parce que quand on fait une rénovation énergétique dans son logement, eh ben, on abaisse les factures énergétiques et ça laisse des moyens pour faire autre chose à ces familles-là, mais ça préserve aussi notre environnement et ça génère de l'emploi derrière. Il y a plein de choses à faire qui nous permettent de mieux vivre, en bonne santé aussi. Parce que quand on mange mieux, quand on ne vit pas dans des passoires thermiques qui causent des maladies derrière... L'État et les hommes politiques pour manger mieux. Est-ce que c'est pas une question d'éducation ? Oui, parce qu'il y en a quand même des politiques agricoles, politiques agricoles communes qui mettent de savoir-vivre sur la table et on oriente les subventions à une forme d'agriculture. Et de préférence, moi je suis tout... En effet, on ne sait pas, on ne transmet pas de bons comportements de vie parce que la France s'est déracinée pendant les 30 Glorieuses. On est passé d'une population qui était rurale et agricole dans les années 50 à 40%. Aujourd'hui, c'est 4%. Le monde urbain que vous évoquez, c'est un monde nouveau qui n'a pas de tradition, qui n'a pas de culture, qui n'a pas encore complètement de savoir-vivre. Les petits pavillons loi-loucheur, ça existait, mais c'est ultra minoritaire. Les grandes bandes de la Caisse des dépôts, vous savez, ces kilomètres de logement, et les gens, on ne savait pas comment vivre et on n'a pas su, parce que dès qu'on a pu les quitter, on les a quittés. Un tout petit mot pour conclure, Denis Oliven, puis Nicole Bachand, peut-être sur est-ce que de toute façon on s'en sortira sans les États-Unis. Denis Oliven. Je ne crois pas qu'on s'en sortira sans les États-Unis. Je pense que les États-Unis vont rejoindre progressivement le mouvement. J'aimerais que l'Union européenne soit à la tête d'un mouvement de mondialisation du sujet, de programme Marshall. Parce que j'insiste sur un point, et je finirai là-dessus, il faut penser qu'il y a des milliards d'êtres humains sur la planète qui n'ont pas accès aux routes, qui n'ont pas accès aux hôpitaux, qui n'ont pas accès à un revenu minimum. Et ceux-là, si on casse la croissance, on les condamne définitivement. Et eux, leur aspiration première,
c'est celle-là. Et donc notre première priorité devrait être d'agir, de consacrer des sommes considérables des pays du Nord vers les pays du Sud pour leur permettre, eux, de se décarboner rapidement, ce qui aurait un effet de levier énorme sur le niveau d'émissions des CO2 et qui leur permettrait en même temps, qui éviterait de les exclure du banquet, entre guillemets, du monde actuel. Donc, et les États-Unis, à mon avis, participeront de cette opération, mais je vois que c'est l'Europe qui devrait en prendre le leadership parce qu'elle a plus conscience sans doute que les États-Unis aujourd'hui de cette nécessité. Nicole Bacharon. Oui, je pense que c'est tout à fait juste et en même temps, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir sans les États-Unis et sans la Chine d'ailleurs. Il faut, si ces deux géants et de l'industrie et de la pollution ne suivent pas le mouvement, je ne vois pas comment on peut vraiment avoir des mesures efficaces. Et je pense qu'une des difficultés qu'on ressent en France, mais dans le monde entier, c'est que c'est vrai que les citoyens sont tout à fait prêts à changer un certain nombre d'habitudes, tout à fait demandeurs. Mais ils savent bien que l'essentiel du problème, c'est un problème industriel, c'est la pratique des industries. Et c'est là qu'on a besoin de mesures qui soient internationales pour qu'il n'y ait pas sans arrêt le problème posé. Ah mais oui, mais je vais désavantager mon industrie locale. C'est vraiment au niveau industriel que ça doit bouger, parce qu'en effet, les citoyens, ils ont depuis longtemps rejoint le mouvement, même si on n'est pas tout à fait d'accord dans la manière de le faire. Oui, il faut changer certains comportements et les gens le font. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de vos livres, Un étrange renoncement, que vous avez déjà cité, Denis Oliven, aux éditions Albin Michel, et le vôtre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, le vôtre ainsi que de Dominique Simonet aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Fin de cette émission. On se retrouve très vite sur Public Sénat.